Bonjour, donc merci à Marie et aux autres responsables de la médiathèque Émile Zola de m'avoir invité à cette rencontre avec vous à l'occasion de son exposition patrimoniale sur le voyage, donc du 15e au 21e siècle. Je ne sais pas si vous avez lu le petit éditorial rédigé par le directeur du réseau des médiathèques. Dans son petit éditorial, au début du catalogue, il y en a qui le feuillettent. Il parle il évoque les aventures de Philémon. C'est une bande dessinée, donc Philémon, il va visiter les lettres de l'océan Atlantique avec son âne Anatole. Et du coup, en clin d'œil à cet éditorial, j'ai choisi comme illustration de première page de mon support un dessin de Philémon qui s'éloigne sur son âne. Alors ce choix illustratif, il fait aussi écho aux souhaits des organisateurs de cette intervention qui m'ont demandé d'intervenir sur les impacts environnementaux du tourisme notamment. Et du coup, voyager à Dodane, ça illustre particulièrement bien un voyage de faible impact environnemental, parce que l'âne, c'est un des animaux qui est les plus sobres en nourriture et les plus robustes aussi, qui peut s'adapter à beaucoup de milieux, notamment les plus difficiles. Donc voyager à Dodane, c'est peut-être ce qui va attendre les générations de demain lorsqu'elles voudront voyager. Alors j'ai choisi comme titre pour cette intervention, j'ai un petit peu changé par rapport à ce qui est marqué dans le catalogue, voyager à l'Anthropocène, c'est plus simple, plus court, avec un point d'interrogation, tout simplement parce que la question se pose de savoir s'il est encore possible de voyager à l'heure actuelle sans aggraver une situation qui est déjà critique. Alors pourquoi parler d'Anthropocène ? Il me semble que parler de tourisme de manière isolée n'a pas grand sens, tant le tourisme n'est qu'une des déclinaisons de notre manière d'habiter la Terre. Et je pense qu'il est nécessaire de rappeler au préalable les grandes lignes du contexte général dans lequel nous sommes. Et l'Anthropocène, c'est le terme qui a été choisi pour approcher au plus près la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui et dont nous, humains, sommes responsables. Alors c'est un néologisme qui est construit à partir du mot grec ancien anthropos, qui signifie être humain, et un suffixe cène qui est utilisé pour désigner les intervalles de temps géologiques. Les géologues ils découpent les temps longs géologiques en différentes unités, ère, période, époque et enfin âge. Et on est dans l'époque de l'Holocène, qui a débuté il y a 12 000 ans, et on serait passé à l'époque de l'Anthropocène. En fait, le terme, il a pour but d'exprimer la domination des humains sur la Terre, car nos activités, ça marche le pointeur, ah oui, car nos activités provoquent des changements environnementaux qui sont amples et irréversibles. Et donc, nous, les êtres humains, on inscrit notre marque de manière indélébile dans l'histoire géologique et climatique de la planète. Donc, on peut représenter l'Anthropocène de cette manière, hein. On peut l'illustrer comme ça, comme cette image que j'ai mise à l'écran, que j'ai choisie, qui montre comment les activités humaines vont modifier physiquement le système terrestre. Je vais pas, vous voyez qu'on peut constater des traces, hein. Du coup, là, c'est l'époque anthropocène, avec des traces géologiques dans la Terre. Une autre manière possible d'évoquer l'Anthropocène, c'est de dire que tout ce qui a été construit par l'homme, ça pèse 1100 milliers de milliards de tonnes, selon une évaluation d'un institut, et c'est plus que tout le vivant sur Terre. On peut dire aussi que le plastique sur Terre, ça pèse 8 milliards de tonnes, alors que les mammifères et les poissons, seulement la moitié. Et puis, on pourrait ajouter aussi que sur l'ensemble de la masse totale des mammifères, on n'a que plus que 4% d'animaux sauvages en termes de masse, et le reste, ce sont des hommes ou des animaux d'élevage. Donc, et on a un fonctionnement économique qui se nourrit du gaspillage et qui génère une énorme masse de déchets, notamment plastiques, hein, qui vont polluer les sols, les eaux et l'atmosphère. Et du coup, là, j'ai choisi deux photos pour cet écran pour illustrer un petit peu ça. La première, elle représente un site d'enfouissement sanitaire au Zimbabwe. Et la deuxième, elle illustre une campagne qui a été lancée il y a quelques jours par l'ONG Havas, qui porte sur l'asphyxie des lacs et des rivières. Une autre manière de représenter l'Anthropocène, c'est celle qu'a utilisée Steve Cutts, qui est un illustrateur, qui a fait une petite vidéo qui s'appelle tout simplement Man,
Si vous aimez l'humour noir, je vous conseille d'aller la regarder, vous la trouvez en ligne. Hein. Je trouve que son travail illustre particulièrement bien l'Anthropocène et nous amène à réfléchir à nos actes. Et puis après, on peut aussi choisir une manière un petit peu plus scientifique de préciser un peu cet Anthropocène et les conséquences de l'action humaine sur la Terre. Et donc, une manière plus scientifique, c'est de lister les 9 processus naturels qui correspondent à des limites planétaires, qui ont été identifiés par un groupe pluridisciplinaire de chercheurs dirigé par un scientifique suédois qui s'appelle Rockström. Et en fait, ce sont des seuils à ne pas franchir si on ne veut pas compromettre notre possibilité de vivre durablement dans un écosystème qui soit sûr et durable, stable. On peut parler aussi de points de non-retour pour ces limites ou de points de bascule. Donc ces 9 limites planétaires, elles sont représentées ici sur cette image, sur cette figure. Je vais pas les passer en revue. Je vais simplement pointer le fait qu'il y en a 4 qui ont été franchis dès 2009. Vous voyez en fait l'échelle là, ce qui est vert c'est l'espace sûr. Quand c'est en gris, c'est ce qu'on n'arrive pas à quantifier, donc on ne sait pas bien où on est. Et puis quand on a dépassé l'espace sûr, on est dans l'orange-rouge. Plus on va vers le rouge, plus... Donc il y en a 4 qui ont été dépassés dès 2009, et en fait, il y en a 2 autres l'année dernière. Alors même si c'est compliqué de les hiérarchiser, d'autant plus qu'elles sont toutes en interaction et qu'elles forment un système. Donc, sans vouloir les hiérarchiser, je vais simplement en évoquer 2 qui exigent peut-être un petit peu plus d'attention et qui font d'ailleurs l'objet de conventions internationales des Nations Unies suite au sommet de la Terre de 92 à Rio. Donc il s'agit de l'érosion de la biodiversité qu'on a ici, et puis du dérèglement climatique aussi. Et je vais simplement parler un petit peu plus de ces 2 points-là, mais ce sera bref et assez schématique. Alors je commence par l'érosion de la biodiversité. Donc selon le dernier rapport de l'IPBES, qui est un organisme scientifique indépendant de référence concernant la biodiversité, ce qu'on peut dire, ce qui est établi, le dernier rapport, il date de 2019, grand rapport de l'IPBES, les disparitions d'espèces, je vous l'ai mis là, ont été multipliées par 100 depuis 1900. C'est un rythme qu'on n'a pas vu depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, donc c'est un rythme difficilement soutenable. On a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. La moitié des vertébrés a disparu en 40 ans, et les insectes pourraient disparaître de la planète d'ici une centaine d'années si on ne change pas nos modes de fonctionnement. On peut dire aussi, ajouter que 75% de la surface du globe est significativement abîmée par les activités humaines et que 85% des zones humides ont disparu. Alors, je vous ai mis une image qui est utilisée un petit peu pour marquer les esprits. C'est plus une conséquence de la sécheresse et donc du dérèglement climatique. C'est au Kenya et ça date de 2021. Les causes... On le sait, elles sont toutes reliables à nos activités, donc à l'homme. D'abord, on peut évoquer l'artificialisation des terres par l'agriculture et l'urbanisation, qui vont priver les espèces de leur espace vital et qui vont détruire directement les espèces végétales. Et le tourisme suppose de nombreuses infrastructures, notamment de transport, mais pas seulement, d'hébergement aussi, participe largement à cette artificialisation. Il suffit de regarder cette carte de France qui représente l'augmentation en hectares de l'artificialisation entre 2009 et 2018, pour se rendre compte que l'artificialisation, elle est particulièrement importante dans les zones touristiques littorales. On voit bien sur le littoral, il n'y a pas que le littoral, il y a d'autres effets, mais là on voit bien le lien avec le tourisme. Ensuite, on peut ajouter comme raison, comme cause, l'exploitation directe des écosystèmes par l'homme.
l'exploitation du bois, la pêche, la chasse. On peut ajouter aussi le dérèglement climatique qui, en s'accroissant, rend plus difficile l'adaptation des espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Ensuite, les différentes pollutions déjà évoquées, plastique, particules fines, tous les produits chimiques, tous les pesticides. Et là aussi, le tourisme y participe à travers les transports, pour les émissions de particules fines, par exemple. Il y a les croisières aussi, qu'on peut évoquer, qui utilisent encore du fioul lourd pour fonctionner. Et enfin, comme dernière raison là, dans la liste, comme dernière cause, la diffusion d'espèces invasives, qui va avoir des répercussions et perturber, par exemple, les chaînes d'alimentation ou supprimer certaines espèces natives. Et donc ça s'explique en partie par le développement des déplacements, la mondialisation, les déplacements en bateau, en avion, notamment. Alors les conséquences pour l'homme, au-delà de la perte patrimoniale nette, puisque c'est une perte, une suppression de vie et de perte, on peut aussi, si on raisonne de manière un petit peu égocentrée du point de vue de l'homme, il y a des risques, il y a des conséquences qu'on subit. Donc parmi ces conséquences, on peut évoquer les risques alimentaires, un risque d'effondrement de la production alimentaire à travers la disparition des pollinisateurs, la dégradation des sols, de leur fertilité, la virulence de nouveaux virus comme la grippe aviaire par exemple, des problèmes d'approvisionnement en eau aussi du fait de la disparition des zones humides. Donc je clôt la liste là, mais on pourrait rajouter d'autres choses. Il y a des risques sanitaires aussi, on l'a vu avec la pandémie de coronavirus. On sait qu'une nouvelle maladie est découverte tous les 15 mois à peu près. Et donc, c'est possible aussi à travers des diffusions par des espèces invasives, qui est des diffusions de nouvelles maladies. Et il est probable aussi qu'un jour, on ait la fièvre jaune qui se répande chez nous. Voilà. Et puis, finalement, comme conséquence, on a aussi un effet d'emballement du dérèglement climatique, tout simplement parce que les milieux naturels absorbent la moitié du CO2 émis par l'homme, et en les détruisant, on se prive de ces puits de carbone. Il y a une étude universitaire qui date de 2021 qui met en évidence que la partie brésilienne de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, a rejeté depuis 2010 plus de CO2 qu'elle n'en a absorbé. Ça, c'est à travers les dégradations, la déforestation et les dégradations. Alors, c'est seulement dans la partie brésilienne, et il peut y avoir compensation par les autres parties, mais bon, ça montre bien combien notre action provoque cet emballement aussi du dérèglement climatique. Alors cette dernière observation, elle me fait la transition avec le deuxième point, le dérèglement climatique. Et pour l'évoquer, j'ai mobilisé différents supports, des images que j'ai récupérées dans des présentations, notamment de Valérie Masson-Delmotte, qui est une paléoclimatologue française qui co-préside le groupe numéro 1 du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, c'est l'équivalent de l'IPBES, mais pour les questions climatiques. Et par exemple, elle a été chargée d'un séminaire de formation par le gouvernement à la fin du mois d'août 2022. Donc j'utilise certaines de ces présentations, puis j'en utilise aussi de Jean-Marc Jancovici, qui est un polytechnicien, qui a créé le bilan carbone, la méthode du bilan carbone, et qui est un grand vulgarisateur sur les questions d'énergie et de climat. Donc fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est que la raison première du dérèglement climatique, du changement climatique, c'est notre forte consommation d'énergie. Alors d'après les calculs de Jancovici, en moyenne, dans le monde, chacune et chacun de nous consomme en énergie par jour l'équivalent de la force humaine de 200 personnes. Donc tout ce qu'on utilise, du grille-pain au quotidien, à l'ascenseur, aux escalators, etc., on utilise une énergie au quotidien en moyenne dans le monde qui correspond au travail de 200 personnes s'il fallait faire ce travail-là en termes énergétiques. Alors en France, c'est plus parce qu'on consomme plus d'énergie que la moyenne mondiale. Et donc c'est comme on est à 600. Donc c'est un petit peu comme si nous avions toutes et tous
600 esclaves en permanence à notre service en termes d'utilisation d'énergie. Le jour où il n'y aura plus cette énergie-là, si elle n'est plus à disposition, on ne pourra pas faire la même chose. Ou alors il faudrait qu'on ait chacun 600 esclaves, ce qui n'est pas possible, évidemment. Pas seulement pour des raisons éthiques, mais aussi simplement statistiques. Alors, cette énergie consommée, elle est principalement d'origine fossile, pétrole, gaz, charbon, et donc responsable de 87% des émissions de CO2, et le reste, c'est la déforestation qui en est responsable. Et ces émissions, donc ça, c'est d'où elles viennent et où elles vont. À 20%, elles sont captées par les océans, environ. Ça peut varier, c'est à peu près 20%. 30% par les forêts, et ça peut être les prairies aussi. Et le reste, ça va dans l'atmosphère. Donc ça modifie la composition de l'atmosphère. Et sur l'image qu'on a à l'écran, là on voit les trois principaux gaz à effet de serre. On voit leur concentration dans l'atmosphère. Alors c'est pas toujours la même échelle, c'est une échelle différente pour chacun d'eux, c'est pour qu'on puisse les voir sur la même représentation graphique. Ça, j'ai pris ça d'un diaporama de Valérie Masson-Delmotte. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on voit bien à partir de quel moment il y a une certaine stabilité, il y a des variations, mais une certaine stabilité. Et c'est bien à partir de la révolution industrielle qu'on a une augmentation de ces gaz à effet de serre. Leur concentration augmente dans l'atmosphère à partir de la révolution industrielle. Alors cette concentration qui augmente dans l'atmosphère, elle provoque une hausse avec des irrégularités, mais qui est quand même continue, de la température moyenne. On en est aujourd'hui à plus 1,2 degrés. Alors c'est toujours mesuré par rapport à un niveau pré-industriel. Donc par rapport à une moyenne qui est calculée sur 1850-1900 en degrés Celsius. Donc ce n'est pas en valeur absolue, ce plus 1,2, c'est par rapport à un zéro qui est compté ici, période pré-industrielle. Et puis c'est une moyenne. On voit ici les différences qu'il peut y avoir. Ce plus 1,2 de moyenne annuelle, ça peut être plus 7 en Sibérie par exemple. Donc ici on a une échelle et donc ça peut être beaucoup plus que ce plus 1,2. Donc en France on est à plus que plus 1,2 par exemple. Alors on peut penser que plus 1,2 degré c'est rien. Jean Covici dans ses conférences il met 5 degrés juste un pull en moins parce que c'est ce qu'on pourrait croire. On se dit là il fait beau dehors, c'est pas si grave, c'est agréable. On est début mars et puis il y a du soleil, il fait bon. En fait, c'est énorme. Et pour se rendre compte à quel point chaque dixième de degré compte, il suffit de rappeler, comme il le fait dans ses conférences, qu'à l'époque où on était à 5 degrés de moins, c'était il y a 20 000 ans, c'était une période glaciaire, donc 5 degrés de moins en moyenne, et une partie de l'Europe du Sud était composée de toundra. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais là on voit qu'il y a 3 km d'épaisseur de glace sur cette partie-là. La France, elle est là. Voilà. Donc on peut imaginer ce que ça peut vouloir dire, 4 degrés de plus ou 5 degrés de plus en partant dans l'autre sens. Alors cette image, je l'ai prise d'un diaporama de Valérie Masson-Delmotte. C'est celui qu'elle a présenté au gouvernement en août de cette année. Donc c'est issu des travaux du GIEC. Ce sont les risques clés, donc c'est en Europe. Les différents risques clés il y a pour l'homme, il y a pour les écosystèmes marins ou terrestres, pour la production agricole, pour des pénuries d'eau, mais aussi des inondations, qu'elles soient fluviales ou côtières, et aussi sur les infrastructures, parce que la sécheresse fragilise les sols et du coup les bâtiments. Donc il y a des conséquences aussi pour le patrimoine, pour les infrastructures, des risques pour les infrastructures. Donc là on voit, je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire toutes les conséquences de ce dérèglement climatique, une grande variété de conséquences. Mais ce que font les scientifiques, c'est qu'ils estiment des risques. Donc là on a la température, et du coup on a un niveau de risque correspondant à chaque hausse de température par thème.
Donc, on voit cette grande variété d'effets négatifs. Voilà. Alors, même si ça peut paraître un petit peu dérisoire maintenant, hein, suite à la gravité de ce panorama un peu déprimant, on peut aussi s'intéresser aux conséquences du dérèglement climatique sur le tourisme. Ça fait une vingtaine d'années à peu près que l'Organisation mondiale du tourisme se préoccupe des liens réciproques entre changement climatique et tourisme. Et la première étude, elle date de 2003. Ils avaient organisé une conférence à l'époque sur le sujet. Et dans cette étude, on a une perspective qui est principalement économique. Bon, c'est pas très étonnant avec l'Organisation mondiale du tourisme, puisqu'ils sont nés de la réunion de tous les offices du tourisme nationaux. Donc leur fonction première, c'était la promotion du tourisme. Donc eux, ce qui les inquiète, c'est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir continuer leur activité, est-ce qu'on va être impacté par le dérèglement climatique ou pas. Donc c'était surtout ça. Mais c'était aussi les opportunités, à la limite, que ça pouvait représenter pour l'activité touristique. Donc ce qui les intéressait beaucoup dans cette étude, c'était aussi la redistribution des flux touristiques. Comment ils allaient se redistribuer au niveau des différents pays, les flux de tourisme international. Est-ce qu'il y a des pays qui allaient mieux s'en sortir, y gagner, d'autres perdre? Voilà. Alors, je vais simplement résumer les principales conséquences identifiées, puis faire une petite mise à jour en même temps. Donc, ils avaient identifié pour le tourisme balnéaire l'érosion des plages, l'élévation du niveau des océans, l'aggravation des dommages provoqués par les raz-de-marée et les ouragans, et aussi la diminution des réserves d'eau pour ce qui est du tourisme balnéaire. Alors, si on fait une mise à jour, il y a une étude de mars 2020 qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Nature Climate Change, j'essaye avec l'accent anglais, qui reprend 35 ans de données satellitaires et 82 ans de projections climatiques. Et cette étude, elle estime que plus de la moitié des plages de sable du monde devraient disparaître d'ici 2100 du fait de l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. Donc la France n'est pas dans les pays les plus touchés, mais serait touchée évidemment aussi. Si on prend les premiers pays touchés, on a d'abord l'Australie, le Canada, on n'est même pas dans les 5 qui seraient les plus touchés d'après cette étude. Hein. Mais on serait touché, et là je vous ai mis une carte du BRGM, un bureau d'études, qui montre en fait les communes d'Occitanie qui verraient, qui disparaîtraient, c'est toutes les zones rouges là où des parties de territoire disparaîtraient du fait de la montée du niveau de l'eau, hein, le trait de côte se déplacerait si le niveau de la mer augmente de plus de 2 mètres. Et ce qui vous est mis là, je le vois pas. Je reste près du micro. Donc dans l'hypothèse où la planète ne se réchaufferait plus, si toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà émises étaient stoppées dès maintenant, les 2 mètres, c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'ils disent là. Du coup, ça veut dire que c'est pratiquement ce qui devrait arriver. On ne sait pas quand, mais voilà. Donc on a le trait de côte et on a le littoral avec un niveau de la mer qui augmente de plus de mètres. Alors en France, hein, il y a le gouvernement qui a publié en 2022 une liste de 126 communes qui ont une obligation de se préparer à l'érosion du littoral. En fait, il y en a 864 qui sont considérés comme vulnérables aux submersions marines, mais ils ont choisi celles qui étaient les plus menacées, les 126 communes. Et c'est pas très clair la manière dont elles doivent se préparer à cette érosion du littoral, mais elles ont une obligation de prendre des mesures. Donc voilà pour le tourisme balnéaire. Après, il y a le tourisme de sport d'hiver aussi qui avait été identifié dans cette étude de l'Organisation mondiale du tourisme. Hein. Il prévoyait des choses qu'on constate, c'était en 2003, donc on constate largement depuis, puisque ça fait 20 ans, hein, un raccourcissement de la saison d'hiver et une situation qui avantage les stations les plus de haute altitude, les plus élevées. Pour mettre à jour, il y a une étude de l'OCDE qui a été réalisée qui met en évidence qu'avec des températures à plus 2 degrés,
il y aurait seulement 60% des domaines skiables, c'est sur les Alpes, qui bénéficieraient d'un enneigement sûr. Et la proportion, si on passe à plus 4 degrés, ça tombe à 30%. Là, ce que j'ai choisi comme image pour illustrer la question du tourisme d'hiver, hivernal, hein, de station de ski, c'est une station de ski qui s'appelle Saint-Honoré, qui est en Isère, qui a fermé en 1993 et qui illustre bien, je ne rentre pas dans les détails, mais ça illustre bien en fait l'absurdité de projets lancés par des promoteurs sans prise en compte du changement climatique. Alors en 2021, j'ai trouvé 2 chiffres sur le nombre de stations fermées. Il y en a un qui dit qu'il y en a 150. C'est un travail d'un doctorant. Et il y en a un autre qui dit qu'il y aurait 190 stations qui auraient fermé de ski. 150, ça fait 30% à peu près du domaine skiable, donc qui ont déjà fermé, qui sont fermés. Et vous avez une ONG qui s'appelle Mountain Wilderness qui aide les communes en organisant des chantiers pour démanteler toutes les installations obsolètes de ces stations fermées. Ça fait 20 ans qu'ils font ce travail-là, on n'en parle pas beaucoup, hein. Mais c'est vrai qu'on est plus dans le projet que à faire des bilans sur ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et donc, ce qu'on avait également comme élément dans ce travail de l'Organisation mondiale du tourisme, hein, ce qui les intéressait, c'était un développement possible des croisières estivales dans l'Arctique, du fait de la fonte et des passages possibles des bateaux. Et puis, je l'ai dit, hein, ils ont beaucoup travaillé sur le redéploiement des flux touristiques. Alors, il y a une étude qui avait été commanditée par l'Union européenne auprès du GIEC, qui estime que sans mesures radicales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les touristes, à terme, ils vont déserter le sud de l'Europe pour le nord, pour des pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Ils vont déserter les pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie pour aller plus au nord. Et donc ces pays-là qui vivent du tourisme, ils seraient confrontés à de graves problèmes économiques. Alors c'est des choses qu'on observe déjà de manière pas aussi nette que ce qu'ils évoquaient dans cette étude, hein, comme possibilité, à des échelles un petit peu moins... par exemple, les stations de montagne dans les Pyrénées-Orientales, elles constatent une fréquentation. S'il fait très chaud, il y a des gens qui vont monter et pas forcément rester sur le littoral. Donc il y a déjà des effets. Donc là, c'est les effets du dérèglement climatique sur le tourisme. Maintenant, je vais parler de la responsabilité du tourisme, la contribution du tourisme au dérèglement climatique. Donc, il y a une première étude, elle est un petit peu ancienne, c'est des chiffres qui datent de 2005. L'étude a été publiée en 2008. Elle a été réalisée par l'Organisation mondiale du tourisme, mais aussi l'Organisation météorologique mondiale et le Plan des Nations unies pour l'environnement. C'est la première tentative de calcul des émissions de CO2 du secteur du tourisme. Donc, ils ont intégré les transports, les hébergements, les activités. Et donc, ils arrivent à un total pour 2005 de 5%. 5% des émissions mondiales seraient dues au tourisme en 2005. Alors, pour avoir un ordre d'idée, ça correspond aux émissions d'un pays comme l'Inde à l'époque. Donc, c'est pas négligeable. Et ce qu'on peut constater, c'est que les transports, ça représente les 3/4 des émissions. Et après, c'est hébergement, activité. Alors, pour être exhaustif, dans cette étude, il y avait cette partie, puis il y a une autre partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais là, on a ce que je vais appeler le réchauffement, le pouvoir réchauffant. C'est le forçage radiatif, donc c'est exprimé différemment. Et là, on tient compte pour l'aérien d'effets hors CO2. Donc, c'est des émissions d'oxyde d'azote. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image, hein. Il y a des traînées de condensation qui sont générées par les vols des avions. Et ça augmente, ça augmente le pouvoir réchauffant. Et du coup, si on tient compte de ces effets non CO2, ça augmente, là, le transport aérien, la part. Donc là, c'est exprimé différemment, hein. Ce n'est pas les émissions de CO2. Et du coup, on passe à presque 8%.
en tenant compte de ça. Donc, ça, c'est en 2005. Alors, on a une étude plus récente qui est différente. Elle porte sur des données de 2009-2013. Ils ont analysé des flux touristiques de 160 pays, les chercheurs qui ont fait cette étude. Elle est plus récente. Elle a été publiée en 2018, mais les données, c'est entre 2009 et 2013. Et donc, eux, ils arrivent à 8% sur cette période-là. Ils ont pris en compte, en plus, les achats, qui n'étaient pas pris en compte dans l'étude précédente. Mais par contre, ils ne tiennent pas compte des effets hors CO2 de l'aérien. Donc là, on n'a pas d'estimation claire en tenant compte de ces effets hors CO2 pour l'aérien. Il y a un expert qui s'appelle Stéphane Gößling qui dit que si on en tenait compte, ça pourrait doubler l'effet du tourisme en termes de réchauffement climatique, mais c'est une hypothèse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que 8% sur cette période, aujourd'hui, vu l'augmentation des flux qu'il y a eu entre 2013, des flux touristiques et jusqu'à la pandémie, et aujourd'hui on rattrape le niveau pré-pandémie, bon, il est probable que la contribution du tourisme au réchauffement climatique, elle soit largement au-dessus de 8%. Donc ça, c'est au niveau mondial. Pour ce qui est de la France, on a la chance d'avoir une étude récente grâce à l'ADEME, l'agence de transition au niveau de la France. C'est le premier exercice complet de quantification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. Et donc, l'étude, elle porte sur des données de 2018, donc c'est avant la pandémie, et sur l'ensemble du tourisme en France, qu'il soit pratiqué par des Français ou des étrangers. Donc, ils ont tenu compte des déplacements, quand des étrangers sont venus de l'étranger en avion, par exemple, ils ont tenu compte des émissions de leurs déplacements pour venir en France. Il n'y a pas les séjours des Français à l'étranger, puisque c'est en France. Et donc, on a les déplacements professionnels aussi, personnels et professionnels dedans. Et toutes les activités pratiquées par les touristes. Donc, si on regarde, on a là la liste, on voit, ça correspond un petit peu aux proportions qui ressortaient de l'étude de l'Organisation mondiale du tourisme. On était à 3/4 pour les transports, ici on est à 77%, ce qu'ils ont appelé mobilité. Et si on prend les transports aller-retour, ça fait 68%. Et si on prend l'aérien, ça fait 41%. Donc c'est toujours une part importante au niveau de l'aérien. Alors 118 millions de tonnes, c'est pareil, c'est difficile de se rendre compte. Quand on a des chiffres aussi énormes, on n'a pas de point de comparaison. Ça correspond à peu près à l'empreinte annuelle de 11 millions de Français, pour avoir un ordre d'idée. Donc c'est loin d'être négligeable. Et un autre élément qu'on peut évoquer, c'est que si on prend seulement ce qui est fait en France, donc si on enlève les déplacements des touristes étrangers qui viennent en France, on se retrouve avec 50 millions de tonnes, pas 118, si on enlève ces déplacements des touristes étrangers, mais 50 millions de tonnes. Donc ce qui est émis uniquement sur le territoire français, c'est 50 millions de tonnes. Ça fait 11% des émissions de la France. Donc on peut dire que le tourisme en France, c'est 11% des émissions de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus que la part du tourisme dans le produit intérieur brut. Donc si on considère que le tourisme, il apporte 7,5% en arrondissant du PIB, il a un poids dans les émissions qui est plus élevé que ce qu'il rapporte économiquement, on pourrait dire en simplifiant. Alors, on peut relever encore une fois l'importance des émissions du transport aérien dans le post-transport de ce bilan. Et dans cette étude, il y a un schéma qui le montre bien. Là, c'est par mode de transport. On voit que l'aérien, c'est cette couleur-là. Il y a 12% des voyages, mais ça représente plus de la moitié des émissions de CO2, 53%. Alors que c'est seulement 12% des voyages et c'est 43% des passagers kilomètres. Donc on voit bien l'importance des émissions du transport aérien dans ce bilan. Voilà. Et si on regarde, ça c'est une autre source. C'est un chercheur qui travaille sur les transports, qui s'appelle Aurélien Bigot. Je crois que c'est issu de sa thèse. Il a regardé les évolutions des émissions françaises par secteur de 90 à 2017, donc ça s'arrête en 2017. Et là, on voit bien que sur tous les secteurs qui sont représentés ici, par rapport à une base 100 en 90,
Il y en a qui sont bien en dessous, hein, en 2017. Il y en a qui sont au même niveau, qui ont réussi à se stabiliser. Il y en a qui sont un petit peu au-dessus. Mais alors pour l'aérien international, on est largement au-dessus. C'est plus du double, hein, par rapport à cette base 100. Donc c'est pour montrer que les perspectives de l'aérien, ça s'accroît. Hein, les émissions, elles ne sont pas à se réduire. Et donc là, ce qu'on peut dire sur l'aérien, c'est que les perspectives économiques du secteur aéronautique, elles sont au beau fixe. Hein. Les carnets de commandes des constructeurs sont remplis, Boeing et Airbus. Et la pause qu'a constituée la pandémie, elle va vite être oubliée de ce point de vue-là. Ça a très vite redémarré. Donc ça, c'est un problème. Et il y a une étude d'un cabinet qui s'appelle BL Evolution. Et leur étude, ils l'ont intitulée « Climat, pouvons-nous encore prendre l'avion ?» Donc ils ont fait une analyse et une modélisation de l'impact climatique du transport aérien actuel et à venir en France. Et donc ils ont regardé en 2050 quelle serait la situation. Et donc ça montre bien en fait l'incompatibilité entre la croissance du trafic aérien. Hein. Donc ça, c'est avec une croissance qui est celle qu'on observe, qui continuerait. Et ça, en vert, c'est le budget carbone de la France. C'est la stratégie nationale bas carbone de l'État. Donc, c'est les objectifs de la France qui ne sont pas tenus, mais qui sont officiels, hein, de l'État français. Donc ça, c'est le niveau d'émissions auquel souhaite arriver la France en 2050. Et donc, il y a une incompatibilité totale parce qu'on voit qu'en fait, en 2050, toutes les émissions de toute la France souhaitées par l'État correspondraient en fait aux émissions juste de l'aérien. Donc il y a une incompatibilité totale entre la croissance de l'aviation civile en France, juste en France, et la stratégie nationale bas carbone. Donc leur conclusion, hein, dans cette étude, c'est que si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique, s'inscrire dans les accords de Paris, ça veut dire pas plus de 1,5 degré, mais plutôt 2 degrés. C'est une fourchette. Donc c'est comme si on avait déjà abdiqué sur l'objectif de plus 1,5 et qu'on s'était dit ce sera 2. Donc les accords de Paris, c'est ça. Il faudrait finalement, leur conclusion, c'est qu'il faudrait réduire de moitié le nombre de passagers annuels d'ici 20 ans, au maximum. Et donc ça veut dire 4% par an, mais ce n'est pas le chemin qu'on a, puisqu'on est en croissance. Et donc leur conclusion aussi, hein, c'est que toutes les solutions techniques, je vais pas m'étendre dessus, il y aura peut-être des questions, qui sont envisagées par l'industrie aérienne, hein, elles sont très théoriques et peu réalistes. Elles ne permettront pas, même dans les hypothèses les plus favorables, de faire correspondre la trajectoire des émissions de l'aérien avec les accords de Paris. Donc on est obligé d'arriver à une baisse du trafic, à une réduction du trafic, si on veut respecter ces accords de Paris. Et donc ne pas augmenter la température à plus de 2 degrés. Donc on a un relatif consensus des experts pour dire que si on veut s'inscrire dans ces accords de Paris, hein, qui datent de 2015, ça veut dire qu'on doit passer par une empreinte moyenne dans le monde par personne à environ 2 tonnes d'équivalent CO2 pour 2050. Ils ont calculé le maximum de concentration de CO2 dans l'atmosphère par rapport à des projections de population en 2050, et du coup, ça ferait 2 tonnes par personne, pour ne pas aller au-delà de ce niveau de concentration admis. Nous, notre niveau actuel en France, ça date de 2021, mais ça n'a pas beaucoup changé, c'est 2019 les chiffres, même si la publication date de 2021, on est à 10, en gros, hein. Il y a des estimations qui disent un petit peu plus, mais on peut dire 10 tonnes. Si on est à 10 tonnes, ça voudrait dire qu'il faudrait diviser par 5. Ça vous donne une idée, hein, du défi qui se présente à nous. Et du coup, ça pose quand même la question de savoir quel tourisme est possible si on souhaite réellement limiter la hausse des températures à plus 2 degrés, plus 1,5 ou plus 2 degrés. Pour en avoir une idée, je reprends l'étude de l'ADEME sur le bilan des gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. Hein. Ils ont réalisé des simulations de voyages touristiques correspondant à 6 types de voyageurs.
Et on voit qu'il y a certains types de voyages là qui vont consommer juste en 7 jours, en fait, hein, ce budget qu'il faudrait qu'on ne dépasse pas en 2050. Hein. Et même pour, par exemple, un touriste d'affaires Europe, là, Vienne-Paris, avion sur 2 jours, il consommerait, pas tout à fait le quart, mais presque le quart de son empreinte annuelle. Hein. Donc c'est pour dire que ça pose quand même question. C'est toujours l'aérien, hein. On voit que le train, là, c'est beaucoup moins. Ça permet quand même, du coup, de faire beaucoup plus de choses. La voiture, ça peut être beaucoup aussi, mais voilà. Donc la durée va jouer aussi. Donc c'est simplement pour alimenter, pour donner un élément par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut rester dans cette cible et si on veut limiter la hausse de la température à ces 2 degrés. Alors avant de poursuivre, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour rappeler quand même que les pratiques touristiques sont caractérisées par d'importantes inégalités sociales. En gros, la part des Français de plus de 15 ans qui ne partent pas du tout en vacances, c'est 40%. Environ 40% de Français. C'est une part qui est relativement stable, hein, depuis une vingtaine d'années. C'est un travail que fait le CREDOC, un centre de recherche privé. Et sinon, à Tout France, ils ont fait une étude qui met en évidence que l'été dernier, donc 2022, il y a 44% des Français qui ne sont pas du tout partis en vacances durant cet été. Là, c'est sur l'année. Hein. 40%, ça veut dire qu'ils ne partent pas du tout sur l'année. Donc, c'est une statistique différente de celle-là. Si on regarde les statistiques de l'Union européenne, c'est encore plus. Parce qu'il y a des pays qui sont moins riches que la France et où il y a encore plus de difficultés pour certains à partir. Et donc, c'est 50% en moyenne. Ça, c'est en 2019. Et du coup, ça, c'est dans l'Union européenne. Et puis, si on va regarder l'aérien, on a des inégalités qui sont encore plus marquées. Il y a une recherche qui a été menée par 2 chercheuses pour une ONG britannique qui s'appelle Possible, qui a été publiée en mars 2021, et qui établit qu'il y a seulement 25% des Français qui avaient pris l'avion l'année de l'étude, et que seulement 4% des Français l'avaient pris pour aller régulièrement vers un autre pays européen. Donc à l'échelle mondiale, c'est évidemment encore plus criant. Donc ça, c'est une étude universitaire de Stefan Gössling qui travaille beaucoup sur le sujet, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Hein. Donc c'est un chercheur suédois. Donc il a regardé les chiffres de 2018. Et donc du coup, il a constaté qu'il y a 89% de la population mondiale qui n'avait pas du tout pris l'avion en 2018. Et donc sur les 11% qui l'ont pris, il y en a 7% que c'était pour rester dans leur pays et 4% pour aller à l'international. Donc ça veut dire que c'est de fortes inégalités. Et quand on va regarder les émissions, c'est encore plus important, puisque ce qui ressort de son travail, c'est qu'il y a 1% de la population mondiale qui serait responsable de la moitié des émissions de CO2 de l'aviation. Donc c'est pour dire que de ce point de vue-là, nous on est dans les privilégiés, hein, évidemment, en tant que Français, mais il y a de fortes inégalités, et si on adopte une perspective au niveau mondial, je pense que c'est bon de rappeler combien on est privilégié à ce niveau. Alors une fois arrivé ici, je ne sais pas quelle heure il est et combien de temps il me reste, mais oui, ça a bien passé. La question qui se pose, c'est de savoir quelle attitude adopter individuellement, collectivement. Hein. Encore une fois, je pense que ce n'est pas possible de raisonner uniquement du point de vue du seul secteur du tourisme, hein, parce que la destruction du vivant, les émissions de gaz à effet de serre, sont des conséquences de notre manière d'être sur la Terre. Et le tourisme, c'est juste une des manifestations. Changer notre manière de voyager ne peut pas suffire. Il est peu probable que quelqu'un qui voyage sobrement ne le soit pas dans le reste de sa vie quotidienne. L'inverse, c'est possible. En tout cas, c'est ce que montre une étude qui a été publiée en 2022 par des collègues sur les touristes français hypermobiles qui font au moins 7 voyages par an. Alors que ces personnes-là, la quasi-totalité des personnes qui sont interrogées dans cette étude sont sensibles aux enjeux environnementaux, hein, et qui sont actifs dans leur vie quotidienne de ce point de vue-là. Donc ils vont faire du tri des déchets, par exemple, du compost, du covoiturage, ils vont utiliser le vélo ou les transports en commun pour aller au travail, faire attention à l'énergie et à l'eau, recourir à des producteurs locaux, à du bio. Quand il s'agit de voyage, ils n'ont pas envie de s'embêter.
Ils vont considérer tout ça, mettre ça au second plan hein, pour les voyages touristiques. C'est d'autres motivations qui vont dominer. Pour eux, ça doit être une pratique un peu hédonique, ça doit être une source de plaisir, une rupture dans le quotidien. Hein. Et donc ils disent qu'il n'y a pas eu d'effet de la pandémie sur leur voyage. Hein. Ils ont juste arrêté le temps de la pandémie parce qu'ils étaient obligés, parce qu'il y avait du confinement ou qu'ils ne pouvaient pas partir à l'étranger. Mais ça a été temporaire. Et tout de suite après, ils sont repartis. Hein. C'est ce qui ressort de cette étude. Et quand on les questionne, ils vont même aller jusqu'à rejeter la faute sur d'autres ou sous-estimer l'impact de leur pratique. Ils vont dire je vais en vélo tous les jours au boulot, je peux bien prendre l'avion quand il s'agit de vacances. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on assiste à une reprise très nette de l'activité touristique, hein, avec une fréquentation record pour cet été. Il y en a qui ont qualifié de tourisme de revanche la volonté de se rattraper au sortir de la pandémie, en effectuant tous les voyages qu'ils n'ont pas pu faire précédemment. Je vous ai mis des titres ici. Hein. L'après-Covid a un air de ressemblance troublant avec l'avant. C'est un travail d'une chercheuse qui a été publié dans une revue qui s'appelle la revue Espace, une revue professionnelle. Ça, c'est un article du Monde. Été 2022, le grand retour des touristes en France, juste pour vous dire. Alors, les enquêtes auprès du public, elles montrent quand même qu'il y a une accentuation significative des préoccupations environnementales, mais en même temps, ces préoccupations environnementales ne se traduisent pas de manière très nette et très visible dans les pratiques. Hein. C'est peut-être les jeunes qui sont le plus sensibles à ces questions-là. Hein. Il y a une enquête qui a été réalisée en 2020 auprès d'un public de 18-34 ans, représentatif de ces jeunes Français. Je vais sauter directement ici. Il y en a 24% qui pensent qu'une modification radicale est nécessaire. Il y en a 80% qui sont prêts à changer leur pratique de voyage pour limiter leur impact sur l'environnement ou qui le font déjà. Et il y en a presque 40% de ceux qui prennent l'avion qui en ressentent de la culpabilité. Donc ils prennent l'avion, mais ils se sentent coupables. Donc on peut se dire que peut-être ils vont passer le cap et arrêter ou aller plus loin. Du côté des professionnels, c'est problématique en France. Hein. Ils sont majoritairement pour la reprise à l'identique après la pandémie. On peut se poser des questions. Hein. Ça peut être une méconnaissance du degré d'urgence climatique, ça peut être l'inertie liée aux habitudes. Ils pensent emploi, activité. Ils sont dans un autre logiciel, une autre manière de penser. Hein. Là, je vous ai mis des extraits d'une table ronde lors d'un salon professionnel qui date d'octobre 2021. Hein. C'est des patrons de grands réseaux d'agences qui parlaient. Donc ils disent qu'il faut changer d'état d'esprit pour réenchanter les agences et les clients. Nous devons les faire revenir. Donc ils ne se posaient pas du tout de questions de préoccupations écologiques. Hein. Pour moi, le monde d'après sera comme le monde d'avant. C'est des extraits de cette table ronde, hein, de ces patrons de réseaux d'agences. L'écologie se fait par les chercheurs, les savants, les ingénieurs, mais ce n'est pas nous. Il y a un peu plus d'écologie, mais c'est du blabla. Donc, du coup, l'article de Tourmag, il titrait « Les agences ne veulent pas entendre parler de révolution écologique ». Alors, il y a quand même des professionnels qui essayent d'agir, qui sont plus engagés, qui s'impliquent. C'est le cas de ceux qui font partie d'un réseau qui s'appelle Acteurs du tourisme durable. C'est un réseau de 200 membres de tout type. Il y a des professionnels, il y a des journalistes, il y a aussi des universitaires, il y a des institutionnels, il y a des agences aussi. Hein. Et du coup, là, ce que je vous ai mis, ils ont publié en 2020 un livre blanc qui s'appelle « Tourisme et changement climatique », un enjeu local et mondial. Donc ça veut dire qu'ils se posent vraiment la question. Et ils organisent aussi chaque année des universités d'été. Et l'édition 2022 qui s'est tenue à Montpellier en octobre dernier, elle était consacrée à la question de savoir s'il ne fallait pas partir sur une rupture totale avec ce qu'est le tourisme aujourd'hui, plutôt que de le faire évoluer progressivement. C'est pour dire que du coup, ils s'attaquent de manière directe, en fait, hein, aux questions qui fâchent. Là, je vous ai mis le dessin qui a été fait par la dessinatrice qui était chargée de faire un résumé de ces universités d'été. Je ne vais pas tout vous détailler, hein, mais c'était le courage d'affronter les paradoxes du tourisme. Hein. Et du coup, ils avaient fait intervenir des jeunes qui étaient en rupture avec leur parcours, qui ont fait des écoles de commerce ou des grandes écoles d'ingénieurs aussi. Et donc, il y en a plusieurs qui
des étudiants et des étudiantes qui, lors des remises de diplômes de ces grandes écoles ces dernières années, ont appelé à bifurquer en refusant d'aggraver la situation, en contribuant au système destructeur qui est le nôtre. Et d'ailleurs, ils en avaient invité deux, Arthur Gosset et Hélène Cloître, qui ont fait un film sur le sujet qui s'appelle Rupture, avec des témoignages de jeunes. Et donc ils les ont invités, puis je vais vous passer, je peux là, j'ai encore le temps? Oui, vous voulez ce par quoi ils terminent leur intervention, donc c'est quelques minutes, et du coup c'est leur vision de comment voyager aujourd'hui. Donc pour terminer cette conférence, on a voulu un petit peu vous partager ce que nous, on imagine être le tourisme de demain, le voyage de demain. Moi, un mot qui me parle beaucoup, c'est justement le mot voyage. C'est pour ça qu'on a écrit ici « Réinventer le voyage ». En fait, quand on revient à la racine du mot voyage, ça vient du latin « via ». Et « via », ça veut dire chemin, route. C'est pas la destination. Aujourd'hui, on est dans une société où justement le voyage, le but ultime, c'est d'aller dans une destination. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on se crame pendant toute une année, parfois dans des jobs qui ne nous plaisent pas, on finit limite en burn-out et on a une semaine de répit où il faut absolument prendre l'avion pour aller aux Caraïbes, pour bronzer au soleil, et hop, on va se détendre au soleil et on revient, et en fait on n'est pas forcément plus détendu qu'avant, parce qu'il n'y a pas eu forcément grand-chose qui s'est passé pendant cette semaine-là, et puis ça a été limite trop facile d'aller jusque dans les Caraïbes, quoi. Donc moi je vous invite vraiment aujourd'hui à revoir aussi votre notion de voyage, en tout cas j'essaye au maximum moi-même de revoir ma notion de voyage, à quel point le voyage c'est une aventure, à quel point finalement le but c'est pas la destination mais c'est le trajet en lui-même, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les imprévus qu'on traverse aussi. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je pense que le voyage ça peut aussi être une thérapie, je l'ai vécu cet été. Nous on habite en Bretagne, on habite à Rennes, il y a eu tous les sécheresses, les canicules, et y compris en Bretagne, Quimper, ils n'avaient jamais vu ça. Il y a eu 43 degrés cet été dans le Finistère. Ils ont eu donc les incendies des Monts d'Arrée, peut-être que certains en ont entendu parler. Moi, cet été, je vous avoue que j'ai eu une grosse phase d'éco-anxiété. J'étais assez bloqué dans un immobilisme. Et Hélène m'a dit, allez Arthur, viens, fais tes bagages. On part pour un trip à vélo dans les Côtes d'Armor. Il faisait entre 37 et 39 degrés, donc je peux vous assurer que ce n'était pas forcément la meilleure période pour partir en vélo. On l'a quand même fait, on est parti 5 jours. Pendant 5 jours, c'était les 5 jours les plus ressourçants de mon été. Je suis parti, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas où on dormait, on a rencontré des gens formidables, il y avait plein d'imprévus et surtout on était dans l'action. Et quand on arrivait à un lieu, alors on galérait pour trouver des lieux où dormir, mais quand on trouvait un endroit où dormir, c'était la satisfaction de se dire en fait on l'a cherché nous-mêmes et on y aboutit nous-mêmes. Donc c'est une forme de fierté, dans la mesure où en fait, on se dit en fait on l'a mérité cet endroit-là. Donc le voyage c'est aussi une question de dans quelle mesure on s'investit et on se donne, et du coup ça peut être une thérapie vis-à-vis de soi-même, parce qu'on vit la chose, on est complètement vivant, on est complètement en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et pour moi, une autre clé pour pouvoir repenser le voyage, ça rejoint un peu ce que disait la ministre dans la vidéo tout à l'heure, c'est changer sa façon d'être et pas uniquement sa façon d'agir, et notamment dans les relations sociales. Je pense qu'il faut qu'on gagne en humilité quand on se rend dans un endroit, en humilité pour le vivant, donc pour les populations locales, mais aussi pour la biodiversité, la faune et la flore. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Et notamment, quelque chose qui me fait assez rire, c'est que très souvent on entend, et de plus en plus, des gens qui partent en vacances et qui veulent vivre une expérience immersive, découvrir les cultures locales et rencontrer des locaux pour pouvoir s'immerger dans les sociétés. Et comme disait Arthur tout à l'heure, à côté de ça, 95% des touristes vont sur 5% du globe, donc finalement tout le monde va au même endroit. Et donc pour moi, repenser la notion de tourisme et de voyage, c'est aussi repenser ses relations avec les gens, les lieux où on va, essayer d'aller découvrir des endroits finalement qui sont peut-être moins attrayants sur le papier, qui sont moins instagrammables, mais avec des cultures qui sont différentes des nôtres malgré tout, et qui seront peut-être plus enclines aussi à accueillir des touristes, parce que plus rares, et parce que l'économie ne s'est pas faite autour de ce tourisme-là. Et je vous propose qu'on découvre plusieurs initiatives pour illustrer ça. Et avant de présenter les initiatives, moi je voulais quand même porter un message d'espoir auprès de vous. Je pense que là vous êtes plusieurs centaines ici à travailler dans le tourisme. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on parle de transition. Aujourd'hui, on est dans cette transition, et vous êtes des acteurs et actrices majeurs, parce que le tourisme, c'est un secteur qu'il va falloir transformer.
Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités en fait sur la transformation de ce secteur-là. On est dans cette transition, il y a plein de modèles à inventer, plein de choses à repenser. Dans 10 ans, le tourisme sera totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est votre rôle à toutes et tous de repenser ces modèles-là. Et j'espère que très vite, on verra émerger plein d'autres initiatives comme celles qu'on va vous présenter là. Donc, 3 initiatives qu'on vous a sélectionnées qui, pour nous, un peu incarnent le tourisme de demain. Et je pense qu'un grand nombre d'entre vous les connaissent déjà. La première, c'est Selcop. Selcop, c'est une coopérative de transport en voilier. Et c'est un super modèle parce qu'en fait, c'est basé sur le fait qu'un voilier reste en moyenne 95% du temps à l'arrêt, un voilier de plaisance. Donc là, le but, c'est d'utiliser tous les voiliers de plaisance un peu disponibles, à fret disponible, pour transporter des passagers qui souhaitent aller d'un point A à un point B, traverser notamment la Méditerranée ou la transatlantique. Selcop, ils ont à peu près 2 ans d'existence, ils ont fait leur première traversée vers la Corse cet été, ça s'est très bien passé. Et puis ils font leur première transatlantique là en novembre. Là où c'est très intéressant, Selcop, c'est que c'est pas uniquement une initiative pour aller jusqu'à un point de destination, c'est vraiment une vraie aventure. On ne sait pas quand, ils le mettent sur leur site lors du voyage, vous ne savez pas quand vous allez arriver. Le voyage va prendre entre 7 et 10 jours, admettons, en fonction du vent. Bien sûr, il y a aussi toute une aventure humaine, puisque vous êtes en contact avec d'autres personnes qui font la traversée avec vous. Donc il y a un côté social très fort, et puis il y a un côté réemploi. On réutilise cette fret qui est à l'arrêt le reste du temps, et en plus on fait vivre une économie. Donc c'est super, en payant des skippers, etc. Une deuxième initiative qui vient un peu illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait de diversifier les lieux touristiques, c'est Coco Lodge. Donc Coco Lodge, c'est une initiative qui propose de mettre des petites cabanes en bois dans les champs des agriculteurs. Donc ça a 2 avantages et 2 bénéfices. Le premier, c'est donc de diversifier les lieux touristiques, de permettre aux touristes d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'autres touristes, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'autres hôtels, il n'y a pas d'autres auberges de jeunesse. Et donc ça permet d'avoir une vraie immersion dans les cultures locales. Et à la fois, il y a un rôle très social, puisque beaucoup des agriculteurs qui utilisent ce système-là sont en précarité financière. Et donc ça permet aussi d'apporter un complément de revenus à ces agriculteurs-là et de les rencontrer et de passer un peu de temps avec eux. Et enfin, la dernière initiative, c'est le woofing. Le woofing, c'est quoi? C'est du bénévolat dans des fermes maraîchères. On est nourri, logé en échange de l'apprentissage, de transmission de compétences de la part des maraîchers. C'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment en France et ailleurs dans le monde. On a beaucoup d'amis et nous-mêmes, on est très férus de woofing. Et en fait, on considère ça comme des vacances aussi. Et c'est très ressourçant pour nous. On travaille 4 heures par jour, mais en fait, c'est du travail où on apprend des choses, donc c'est super riche. Et le reste du temps, on peut découvrir la vie locale. Souvent, c'est dans des lieux un peu perdus. Donc, on découvre des villages qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de découvrir auparavant. Et puis vraiment, c'est une immersion dans une famille, dans une vraie vie locale. Et c'est très riche. Et puis, bien sûr, plein de rencontres intergénérationnelles, parce que sur cette photo, il y a pas mal de jeunes, mais en fait, le woofing, c'est très intergénérationnel. Il y a des personnes de tout âge qui viennent, et c'est aussi très puissant, le message qui est porté à travers ça. Voilà, donc c'est assez rafraîchissant, et puis ça donne des idées de manière de voyager. Alors pour terminer, je dirais oui, il est possible d'imaginer de pratiquer un tourisme qui soit le plus décarboné possible, peut-être aussi le plus équitable possible, avec des déplacements en train ou en vélo, des dépenses vers des acteurs locaux. Mais pour certains auteurs, comme par exemple le sociologue Rodolphe Christin, que je cite ici, où il y a aussi un autre sociologue qui s'appelle Philippe Bourdeau, qui est sur la même ligne, il faut aller plus loin et réinterroger la notion de temps libre et celle d'habiter. Et du coup, là, j'ai pris des extraits du dernier livre de Rodolphe Christin, qui s'appelle « La vraie vie est ici ». Il a publié plusieurs livres sur le tourisme. Il y a un manuel de l'antitourisme, par exemple, notamment. Et donc il dit, à l'époque de l'Anthropocène, il n'y a plus de fuite possible. Faire face est la seule voie. Changer de monde grâce au déplacement géographique n'est à présent plus réaliste. Donc il pose la question directement. Ça, c'est dans la conclusion de son bouquin. Et il ajoute, revenir au réel comme on revient à la raison pour imaginer les voies de sortie des impasses de la consommation et du management du monde. Il faut réapprendre à dévisager nos proximités, à réinterroger les évidences, à se défaire des clichés habituels d'une destination idéale à l'horizon d'un progrès chimérique et caricatural. C'est ici même qu'il faut penser agir, remettre en cause notre mode de vie afin d'en imaginer pratiquement d'autres. Et donc pour conclure, je dirais qu'imaginer un tourisme compatible avec les enjeux actuels est possible. Il faudrait
pas que ce soit une nouvelle forme de tourisme supplémentaire qui s'ajoute aux autres dans le sens d'un nouveau filon commercial à exploiter, parce qu'il y a de fortes chances que du coup ce serait une nouvelle source d'émissions de CO2 hein, qui s'ajouterait aux autres. C'est possible, c'est pas évident, c'est difficile de changer de manière de faire, hein, mais on a vu on peut faire travailler son imagination, inventer plein de choses. En ce sens, c'est aussi pour ça que j'ai présenté cette petite vidéo, parce qu'on voit qu'on peut, il y a du dynamisme et qu'il peut y avoir de nouvelles idées. Hein. Et du coup, moi je dirais que ce changement individuel et collectif, dans notre relation au monde et à la vie, le corps peut nous y aider hein, par une prise de conscience de ce qu'on ressent quand on est vraiment en contact avec le monde, avec la Terre, quand on l'éprouve. Ça peut être, on éprouve ses formes, son relief, par exemple à travers la marche ou par le vélo. C'est pour rappeler qu'on est des êtres sociaux, mais qu'on est aussi des êtres terrestres, hein, et qu'il n'y a pas d'autre avenir pour nous que d'être sûr et de faire avec la Terre et d'être sur la Terre. Et donc, du coup, chacun à notre mesure, selon nos possibilités, on doit s'atteler à restaurer la Terre, hein, dans nos comportements, dans notre attitude, dans tout notre être. Et je dirais, pourquoi ne pas défendre et proposer un tourisme qui nous aide à prendre conscience de ce qui nous relie à la Terre, aux autres, qui mettent l'accent sur ce ressenti du corps, hein, dans cette relation à la Terre, à ces éléments, qui mettent aussi l'accent sur le ressenti du corps dans sa relation aux autres. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer à ce niveau-là. Et puis, moi, je suis assez fan d'un auteur qui s'appelle Joël Henry, qui a publié le guide Lonely Planet du voyage expérimental il y a plusieurs années. Il joue, donc j'ai mis un tourisme qui repose aussi sur le jeu et l'autodérision. Il a des propositions qui sont très très drôles. Je vais prendre un exemple. Vous devez visiter, je sais pas moi, je prends Montpellier. Moi je suis pas de Montpellier, j'aurais pu faire ça. Vous prenez la carte de Montpellier, vous faites un dessin dessus et vous suivez le dessin sur la carte. Donc vous allez visiter non pas les passages obligés, il faut aller voir ça, ça, ça et ça, mais vous partez presque au hasard du coup. Vous dessinez un cœur, vous dessinez une étoile et puis vous suivez le dessin. Ou alors vous allez quelque part à deux et vous devez retrouver la personne. Donc chacun doit retrouver l'autre. Donc sans rendez-vous, sans lieu de rendez-vous. Et du coup, vous comptez le temps qu'il vous faut pour retrouver la personne dans la ville, dans une ville que vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Donc il propose plein de trucs comme ça. Et donc je pense ça montre aussi qu'on peut imaginer plein de nouvelles choses. Hein. Alors tout ça, ça suppose de changer d'imaginaire, hein. Peut-être d'abandonner les illusions qui nous sont chèrement vendues par des faux marchands de bonheur. Hein. Et du coup, là, je vais citer Théodore Monod, hein, pour illustrer cette idée de changer d'imaginaire. Il dit, dans Le chercheur d'absolu, il dit « La source du bonheur est en nous ». Donc finalement, si elle est en nous, elle est partout où nous sommes, ici, à tout moment, sans qu'on soit obligé d'aller la chercher à l'autre bout du monde. Et pour terminer, j'ai remis un dessin de Philémon. Il est plus sur son âne, il marche à côté, là, parce que l'âne était fatigué. Merci.